Bonjour, je m'appelle Annie Demelt et bienvenue à ce nouvel épisode du balado du Sérum, le centre de recherche sur les grains. À l'été 2022, des producteurs maraîchers québécois ont vu leur récolte de courges, de concombres et de melons baisser de façon significative. Certains ont perdu jusqu'à 75 % de leur production. En cause, le virus de la mosaïque du concombre, aussi appelé CMV, qui est transmis par les pucerons. Alors, pourquoi cette année-là a été si dévastatrice et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire si cela se reproduit? Une équipe de chercheurs s'est penchée sur la question et les réponses pourraient bien tenir à une question de timing. Pour en parler, j'accueille Isabelle Couture, qui est agronome et conseillère en horticulture au MAPAC, et Sébastien Bockel, chercheur au Sérum. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Alors, Isabelle, on revient à l'été 2022. Ça a été vraiment difficile pour beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous disiez à l'époque aux producteurs? Puis qu'est-ce que vous constatez là, dans les champs? Qu'est-ce que vous voyez? Bien, dans les champs, ça a été un petit peu un crescendo. D'abord, moi, je suis avertisseur pour le réseau cucurbitacé du réseau d'avertissement phytosanitaire. Donc, j'ai la chance là, de pouvoir avoir plusieurs collaborateurs dans toute la province où il se produit des cucurbitacées. Puis à chaque semaine, on m'envoie des comptes rendus hebdomadaires de ce qui se passe au champ. Donc, dès le 10 juillet, je commence à avoir beaucoup de collaborateurs, soit dans les Laurentides, la Naudière, Montérégie, qui m'indiquent qu'il y a une augmentation de la quantité de pucerons. Ce qui est quand même curieux, fait que c'est un premier petit drapeau, mais bon, OK. Puis la semaine d'après, le 18-19 juillet, on commence à avoir quelques plants virosés dans les champs, en Montérégie. Fait que là, c'est quand même quelque chose d'assez particulier parce que, comme me l'indique, ça veut dire qu'il y a un nombre quand même qui augmente assez. La semaine d'après, fait que là, on est rendu autour du 27 juillet. Bien là, il y a une recrudescence encore de pucerons ailés. Il y a plusieurs collaborateurs, encore les principales régions, Montérégie, la Naudière, Laurentide, qui me disent qu'ils voient beaucoup de pucerons ailés, mais il y a aussi encore une augmentation de plants virosés. Fait que là, je me dis, oh, il y a quelque chose qui se passe. Puis effectivement, une semaine plus tard, on est rendu au 27 juillet, il y a beaucoup de plants virosés qui sont rapportés dans plusieurs régions. Puis par la suite, c'est un petit peu la débandade au 7 août. C'est là qu'on voit qu'il y a un producteur de concombres qui a perdu au-delà de 70 % de sa production. Donc ça, c'est une année vraiment là, très, très difficile. Au 25 août, là, il commence à avoir des virus dans les tomates, dans les poivrons, dans la cerise de terre. On en voit un petit peu d'incrucifères. Donc, il y a une cellule de crise qui s'installe au MAPAC au niveau de la direction de la phytoprotection. Il y a aussi une autre direction qui est plus de développement économique du secteur agroalimentaire qui se met en place avec la financière, avec les associations de producteurs maraîchers du Québec pour dire, oh, il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place une stratégie? Fait que ça a été une grosse année. Ouais. En fait, est-ce que vous avez déjà vu une mobilisation comme celle-là? Non, parce que là, il y avait vraiment la panique était prise. Les producteurs voyaient qu'il y avait de plus en plus de virus dans les champs. C'est très visuel. Fait qu'il y a vraiment eu un mouvement de panique. Puis le MAPAC ne pouvait pas ignorer ça. Là. Mm-hmm. Fait que la cellule de crise avec la financière, avec les associations de producteurs était importante là, pour faire un bilan à chaque semaine de la situation. OK. Puis est-ce que vous avez pu déterminer tout de suite que c'était le CMV? Est-ce que c'était évident? Comment ça s'est passé, le processus de diagnostic? Okay. Bien, c'est sûr que des plants virosés, ça se reconnaît. Parce que le plant, il peut être très rabougri, il peut avoir du jaunissement, il peut avoir des déformations, il va avoir des mosaïques. Fait que ça, on le voyait. Sauf que, à la limite, tous les virus peuvent avoir des symptômes similaires. Fait que pour vraiment distinguer que c'était le virus de la mosaïque du concombre, il fallait envoyer des échantillons. Puis dans la cellule de crise qui avait été mise en place, bien, c'est là qu'on a dit, bon, aux producteurs, envoyez des échantillons pour confirmation du virus en cause, ça va être gratuit. Donc, le laboratoire de phytoprotection, le laboratoire de diagnostic du MAPAC a été submergé d'échantillons. Ils en ont eu là, presque 200. Puis la grande majorité des échantillons ont sorti le virus de la mosaïque du concombre, seul ou parfois en présence de petits virus, qui est un autre groupe de virus qui est transmis par les pucerons ailés, les pucerons visiteurs. OK. Donc, c'est ça. Une fois que c'est confirmé, c'était quoi l'hypothèse là, à l'époque, en 2022, de pourquoi ça avait été une année qui avait été aussi difficile par rapport à ce qu'on avait pu connaître auparavant? Bien,
je l'ai dit, là, je suis avertisseur cucurbitacée. En 2007, j'étais aussi avertisseur. Puis en 2007, il y a aussi eu une crise au niveau des cucurbitacées. Il y avait eu beaucoup, beaucoup de virus, mais ça n'avait pas pris toute l'ampleur qu'en 2022 parce qu'il y avait quelques régions qui étaient en cause, mais ça avait été quand même significatif. Puis là aussi, on avait observé beaucoup, beaucoup de pucerons ailés. Puis parallèlement à ça, il y avait aussi en 2007 une augmentation du nombre de pucerons dans le soya. Donc, l'hypothèse, puis là, en 2007, c'était la première fois que les producteurs de soya devaient traiter parce qu'il y avait vraiment des grandes, grandes populations. Donc, l'hypothèse de base, ça a été, OK, les pucerons ailés qu'on observe, il est fort à parier que c'est du puceron du soya. Par contre, à l'époque, c'était difficile, c'est difficile de récolter un puceron ailé sur un plant, parce que souvent, ils ne sont pas hyper nombreux, mais c'est tous les plants qui vont avoir peut-être 1, 2 pucerons ailés. Puis, le laboratoire n'est pas forcément, à l'époque, équipé pour identifier le puceron ailé, parce que la plupart des clés d'identification sont faites à partir des pucerons qui sont aptères, qui n'ont pas d'ailes. Donc, l'hypothèse de base, c'était de dire, bon, OK, c'est peut-être le puceron du soya, mais ça restait une hypothèse. OK. Alors, c'est ça, on disait, le MAPAC s'est mobilisé, s'est tourné, entre autres, vers les chercheurs, vers la recherche, vers le sérum. Alors, Sébastien, bon, vous avez un parcours là, assez particulier. Avec votre parcours, est-ce que c'était surprenant de voir ce que vous avez vu en 2022? Bien, surprenant de le voir, non, mais je sais que le MAPAC est venu nous chercher au sérum parce que moi, dans le cadre de mes études, en fait, j'avais travaillé avec... dans la pomme de terre, la transmission du virus Y de la pomme de terre par les pucerons. Donc, c'est un cas qui était très similaire. Donc, non, je n'étais pas étonné qu'on vienne frapper à la porte du sérum. OK. Puis vous, votre objectif avec ça, qu'est-ce que vous vouliez accomplir là, dans le projet de recherche? Ben, c'est ça, en fait, comme disait Isabelle, il y a cellule de crise. Donc là, il y a eu des rencontres ensemble en se disant, tu sais, c'est quoi l'état de situation, c'est quoi la problématique. Donc là, en réfléchissant, en fait, on s'est dit, bon, bah, il y a plusieurs questions auxquelles il faut qu'on réponde. La première, une des problématiques, c'était d'identifier l'espèce de puceron responsable, l'espèce ou les espèces. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, quand on parle de transmission de virus, ça prend une source de virus quelque part dans le paysage. Donc, le deuxième objectif, c'était vraiment d'échantillonner des plantes aux alentours des champs de cucurbitacées qui avaient été endommagés pour justement essayer d'aller trouver une source de virus ou en tout cas aux alentours du champ. Puis le troisième volet, en fait, c'était de tester des méthodes de lutte alternatives. On sait que les insecticides, on reviendra peut-être un peu plus tard, mais les insecticides ne fonctionnent pas avec ce type de virus, ce type de transmission. Donc là, c'est vraiment de s'outiller avec des méthodes de lutte alternatives pour limiter la propagation de virus. OK. Donc, si on parle un petit peu de transmission pour mieux la comprendre. Comment est-ce que le CMV va passer d'une plante à l'autre? Qu'est-ce qui se passe avec le puceron là, pour que ça puisse se transmettre comme ça? Mais il faut voir le puceron comme... je vais déjà définir. Un virus, on a différents types de virus. Le virus de la mosaïque du concombre, CMV, c'est un virus qu'on dit non persistant. C'est-à-dire que lui, il va être transmis juste en piquant la plante. Donc, quelques secondes suffisent pour infecter la plante. Les pucerons, eux, ils arrivent. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un stylet pour boire ou goûter les plantes. Puis souvent, un puceron, quand il va atterrir sur la plante, on dit qu'il va faire des piqûres exploratoires. Il va goûter la plante. S'il l'aime, il va rester, il va s'installer, il va se multiplier. S'il n'aime pas, il part. Mais le fait d'avoir goûté la plante, il y a déjà eu transmission de virus. Donc, c'est ça qui est un petit peu spécial, en fait, dans ce type de transmission. C'est que tous les pucerons vont être vecteurs du CMV, alors que pour des virus persistants, qui est l'autre type de virus, rien à voir avec le CMV, eux, ça va être les pucerons colonisateurs, ceux qui vont aimer la plante, qui vont rester, qui vont se multiplier. OK. Donc, dans ce cas-ci, là, les insecticides, c'est pas nécessairement l'idéal, là. Non, exactement, parce que, comme je disais, donc on distingue colonisateurs, ceux qui vont rester, les non-colonisateurs, eux, vont piquer. Prenons l'exemple d'un puceron qui se développerait sur je sais pas moi, dans le soya, par exemple. Le puceron va atterrir sur la courge, il va goûter, il aime pas, il va repartir, il va regoûter, il aime pas, etc. On en a déjà parlé, là, puis 10 minutes après, il est déjà sorti du champ. Donc, même si on voit des pucerons puis qu'on intervient, l'insecticide, souvent, c'est des insecticides de contact.
Il faut que les pucerons soient présents dans les champs. Mais la transmission a déjà eu lieu, puis les insecticides n'ont aucun effet. Là. Il est trop tard. Ouais, exactement. Ouais. Donc, si on tient compte de tout ça, est-ce que vous diriez aux producteurs ça ne vaut pas la peine de ne pas pulvériser d'insecticides lorsqu'on voit des pucerons? Est-ce que des cas où ça pourrait être utile ou qu'est-ce que vous leur disiez finalement? Pour limiter la transmission du CMV, les virus non persistants, les petits virus d'ailleurs font partie des virus non persistants, contre ce type de virus, ça ne sert à rien. Le temps qu'on arrive puis qu'on intervienne, les pucerons sont déjà sortis du champ. On ne va pas avoir un effet, on va pas avoir l'effet escompté. OK. Puis est-ce que, Isabelle, vous travaillez justement directement avec les producteurs. Est-ce que c'est un message qui est difficile à leur passer? Est-ce qu'ils sont réceptifs à ça? Ou c'est quelqu'un qui voit sa culture se détériorer? Est-ce que c'est facile de transmettre ce message-là? C'est sûr qu'il faut le répéter souvent. Puis le producteur se sent un peu impuissant de dire, ben là, si je ne mets pas d'insecticide, je risque peut-être d'avoir le virus. Mais il faut vraiment expliquer le type de virus auquel on a affaire, puis le fait que la transmission soit presque instantanée. Donc, il faut vraiment décortiquer la problématique, de leur expliquer. Puis après, c'est sûr qu'à force de le dire, je pense qu'ils acceptent, là, mais c'est vrai que c'est compliqué. Puis on veut toujours intervenir. Oui, puis au-delà de l'intervention phytosanitaire, tu sais, comme ça peut aussi diminuer tes populations d'ennemis naturels. Puis on sait qu'il y a certains ennemis naturels qui peuvent avoir un impact sur les pucerons, principalement les pucerons qui colonisent. Mais tu sais, les coccinelles, par exemple, sont très friandes de pucerons. Donc c'est sûr que de faire une intervention, déjà, qui ne sert à rien pour diminuer la transmission de virus, mais qu'en plus va te limiter au niveau de tes ennemis naturels, tu sais, au final, tu perds sur les deux bords. Mais c'est sûr qu'avec ce qui s'est passé en 2022, là, il y a, j'imagine, une plus grande ouverture, puis on veut avoir cette information-là. Là, donc, oui, tout à fait. Tout à fait. Puis le fait aussi qu'on a quand même fait des fiches techniques, qu'on a fait des webinaires, je pense qu'on comprend davantage c'est quoi des virus non persistants, les pucerons ailés également. Fait qu'on est plus au fait là, de dire, OK, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire, mais les insecticides, c'est pas la solution. Puis, votre recherche a voulu aussi trouver la source du virus, c'est ça? Donc, vous êtes allé chercher. Vous avez échantillonné quand même 1250 plantes en bordure de champs autour des fermes qui avaient été touchées en 2022. Ça, c'est important. Vous avez trouvé quoi? Non, c'est vraiment important de dire que c'était des fermes qui étaient touchées parce qu'il y en a eu de la transmission. Donc, on s'est dit il doit y avoir des sources aux alentours. Donc, on essayait vraiment de trouver la source. Effectivement, grand effort d'échantillonnage. C'était à peu près une vingtaine de champs qu'on a échantillonnés. Puis, on a trouvé seulement 6 plantes qui étaient positives au CMV. Je ne me rappelle plus des noms exacts des plantes, là, mais c'est ça, il y en avait 6, dont 3 qui n'avaient jamais été répertoriées dans la littérature. Donc, tu sais, c'est des nouvelles plantes, sources ou hôtes du CMV. Puis le CMV, en fait, est capable de se développer dans plus de 1000 plantes. Là. Donc, tu sais, c'est quand même... il y a une source d'hôtes qui est quand même assez importante pour le CMV. On en a trouvé 6, c'est beaucoup, et puis c'est pas beaucoup. Ça vous dit quoi, au juste? Oui, c'est ça. Des années où on n'a pas beaucoup de pucerons, on a la source de virus qui va être là. Donc, tu sais, la chance que le puceron visite la plante, c'est comme un peu jouer au 649. Là. Il tombe dessus, puis il va le prendre, il va le transmettre peut-être à l'intérieur du champ. Puis ça va donner un nouveau foyer d'infection pour multiplier, en fait, dans le champ. Donc, les années où on a, tu sais, chaque année, on a du puceron partout. Mais les chances sont plus faibles d'avoir une année à forte transmission. Les années, par contre, où on a beaucoup de pucerons ailés, là, c'est sûr qu'on inonde le paysage avec des pucerons ailés. Il y a beaucoup plus de chances pour qu'ils tombent sur des plantes infectées puis qu'ils le transmettent. Donc, c'est là où, en fait, le premier pic, on en reparlera un petit peu plus tard, mais on a différents pics de pucerons au cours de la saison. Tu sais, on va avoir une transmission primaire qui va se faire dans le champ. Puis ensuite, quand c'est massif avec plein de pucerons, là, on va avoir une transmission secondaire, puis ça va vraiment se multiplier très, très, très vite. Ça devient exponentiel quand il y a beaucoup de pucerons. Parce qu'à chaque année, on peut avoir un plant virosé dans un champ qui fait 5 hectares. Fait que on est habitué à ça. Mais de voir des grandes infestations comme 2022 ou 2007, ça le dit, c'est très, très rare quand même. Puis pour revenir... Encore une fois, la distinction entre les pucerons colonisateurs et ceux qui ne colonisent pas.
Le puceron qui colonise pas, lui, il va prendre le virus, mais il va piquer 3, 4, 5 plantes. Donc là, il va avoir l'occasion de le transmettre 2, 3, 4 fois à la plante. Un puceron qui colonise, lui, quand bien même il l'aurait, il arrive, il aime bien la plante, il reste. Donc, tu sais, il y a pas de... On multiplie pas les foyers. Donc, les non-colonisateurs sont vraiment les pucerons responsables de ces épidémies. Puis, donc, si on parle de réservoir local de mauvaises herbes, c'est pas un moteur pour les grandes années d'éclosion. Qu'est-ce qui peut l'être? Ben, en fait, ça l'est. Ça l'est. On a l'impression que c'est pas beaucoup. Tu sais, 6 plantes sur 1250, c'est un très, très faible pourcentage. Mais comme je disais, plus on va multiplier les pucerons, plus on a de chances d'avoir des transmissions. Donc, vous avez installé des pièges dans les champs 2 saisons complètes, plus de 150 000 pucerons ailés qui sont capturés. Qu'est-ce que ça vous a appris sur le moment de leur arrivée et pourquoi c'est important? Oui. Ben, en fait, l'un des premiers objectifs du projet de recherche, c'était de documenter la dynamique de population des pucerons. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des pièges balles jaunes dans, je sais plus, on avait une quarantaine de champs, je pense, sur les 2 années. On en a mis dans les champs de soya, on en a mis dans les champs de courge. On voulait voir la différence, si les dynamiques étaient les mêmes. Au final, on s'est rendu compte que les dynamiques étaient semblables. Que tu sois dans un champ de courge ou un champ de soya, les grands patrons de vol sont les mêmes dans ces 2 cultures. Puis ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on avait 2 pics de population. Il y en avait un mi-juillet, fin juillet, puis l'autre vraiment... non, si c'était ça, début août, mi-août. Donc ça, c'était vraiment 2 grands pics de population. Puis, on a voulu aller plus loin dans l'identification des espèces de pucerons. Par contre, c'est très, très, très compliqué. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une pré-identification au genre et non à l'espèce. Puis, on s'est rendu compte que 75% des pucerons, c'était du groupe Aphis. Et ce groupe Aphis, en fait, le puceron du soya en fait partie, le puceron du melon en fait partie aussi. Donc, c'est compliqué, encore une fois, de savoir. L'avantage, c'est qu'on sait qu'on a 2 pics. Puis, on le sait que plus on va avoir de pucerons, plus on va avoir de transmission. Donc, le fait de savoir ces pics, déjà, ça nous donne une idée des périodes à risque. Et c'est pour ça que c'est important là, de confirmer c'est quel type, là, pour nous indiquer quand ça va être? Ou... Ben, en fait, le fait de le savoir, on le sait, qu'on a 2 périodes critiques pour la transmission du virus. Nous, on voudrait aller plus loin en faisant de l'identification des espèces, en fait, parce qu'on peut avoir, dans ces 2 pics, nous, on voit généralement, puis les données du réseau d'avertissement phytosanitaire aussi donnent la même chose en grande culture dans le soya. Le puceron arrive à la mi-juillet, fin juillet. Ils migrent en fait des États-Unis. Ils ne survivent pas l'hiver. Ils viennent par les vents, puis ils arrivent en général mi-juin, fin juin. Mi-juillet, fin juillet. Et ceci correspond en fait au 2e pic de population. Puis nous, quand on fait les dépistages sur les plants, on a vu qu'il y avait une corrélation entre les ailés puis les aptères. Ce qui nous inquiète maintenant, c'est peut-être la première dissémination avec le premier pic de population. Puis là, on ne sait pas s'il y a du puceron du soya. Donc, tu sais, il est-tu responsable ou pas? On ne sait pas. Oui, en partie pour la fin de saison, mais le début de saison, ce serait intéressant d'aller plus loin dans les identifications. OK. Et puis, est-ce que c'est enclenché, ça? Oui, effectivement, on a une étudiante à la maîtrise qui va travailler les 2 prochaines années, en fait, pour faire ça. Donc, on devrait avoir encore plus de réponses, en fait, par rapport à ce projet. OK. Puis Isabelle, si c'est le puceron de soya qui est confirmé comme principal responsable, là, qu'est-ce que ça veut dire pour les producteurs qui ont pas vraiment de contrôle sur ce qui se passe dans le champ de soya autour d'eux, si c'est confirmé? Bien, ça revient encore à la surveillance. Le réseau d'avertissement des cucurbitacées est vraiment très relié à celui-là des grandes cultures. Donc, il y a vraiment une veille qui se fait. Les réseaux s'alimentent aussi. Donc, ça va être de voir s'il y a une corrélation entre les pucerons ailés qu'on observe. Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de pucerons dans le soya? Et puis, si c'est le cas, justement, on a maintenant davantage de pistes suite à la cellule de crise, suite au fait qu'il y a eu des chercheurs qui sont impliqués. On a maintenant un moyen d'intervenir qui peut nous aider à diminuer le risque d'avoir des virus. Puis ça, c'est la pulvérisation d'huile que Sébastien pourra parler davantage, là. Ouais. Mais qui s'avère être intéressant. Puis c'est quelque chose qu'on ne savait pas en 2007, qu'on ne savait pas non plus en 2022. Fait qu'au moins, là, on a un moyen qui pourrait nous aider à diminuer les quantités de virus, là. Fait que non seulement on comprend mieux ce qui se passe, mais on a des solutions. C'est la bonne nouvelle aussi. Donc, Sébastien, c'est ça. Maintenant qu'on comprend mieux la propagation du virus, c'est quoi les outils que vous avez pu tester
Puis leur efficacité. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était le troisième volet en fait du projet dans lequel on voulait tester des méthodes de lutte alternatives à l'utilisation d'insecticides, surtout que c'est pas recommandé dans ce cas-ci. On a testé le sarrasin en intercalaire, on a testé du kaolin aussi, qui est un produit qu'on applique qui va en fait brouiller les signaux visuels des pucerons qui vont pas être capables de reconnaître la plante, puis ils vont pas atterrir sur la plante, donc c'est intéressant. Diminuer la transmission du virus. Puis le troisième, c'est l'utilisation d'huile minérale ou d'huile végétale. En fait, on a testé les deux. C'est utilisé dans la production de pommes de terre, de semences, pour justement diminuer les transmissions de virus. Ça fonctionne. Donc on s'est dit, on va le tester. Donc on a testé ces trois méthodes. Les méthodes les plus prometteuses, je dirais, c'est l'utilisation d'huile. Là, on a vu, nous, on l'a vu en laboratoire, on l'a vu aussi en champ, mais on a eu 2 années de faire... La recherche en champ, c'est quand même compliqué. On ne savait pas si on allait avoir des années à pucerons ou pas. 2022, c'était énorme en termes de pucerons. Il y a eu la cellule de crise. 2023, on est arrivé... Je pense que c'est l'année où on a vu le moins de pucerons depuis les dernières années. Donc, c'est dur de faire de la recherche en conditions non contrôlées, en champ. Donc là, ça ne nous a rien donné en 2023. 2024, on a vu une tendance avec l'huile végétale, comme quoi ça diminuait. Kaolin et puis sarrasin, ça n'a pas donné tellement de bons résultats. Oui, ça peut être des pratiques qu'on peut utiliser, mais pas au point de faire réduire drastiquement les transmissions de virus. L'huile végétale minérale, c'est quand même assez prometteur. OK. Mais malheureusement, il va peut-être falloir attendre qu'on ait une grosse année pour... Oui. C'est un peu moins rassurant, là. Oui, c'est ça. On n'en souhaite pas. Il y a eu quand même 15 ans d'écart entre les deux crises. On souhaite que ce soit le plus loin possible, mais on aura toujours les pulvérisations d'huile qui vont se faire en préventif. C'est pas juste une seule fois. Il faut pulvériser à peu près à 7 jours d'écart, de façon régulière, pendant peut-être 4-5 semaines. Fait que c'est pas facile non plus, mais il y a moyen de mettre ça en branle. Ça a quoi comme impact? Ça signifie quoi, cette solution-là, pour les producteurs? C'est quand même assez... c'est assez significatif, là. Oui, c'est très positif. On sait que dans la pomme de terre, ça fonctionne bien. Maintenant, il faudra avoir quand même beaucoup de pucerons ailés pour mettre cette solution-là en branle. Mais au moins, c'est intéressant parce qu'ils ont un outil qui est à risque réduit pour la santé, pour l'environnement. Donc, c'est certain que les producteurs vont l'adopter s'ils jugent qu'il y a une menace réelle puis qu'il y a beaucoup de pucerons ailés pendant plusieurs semaines. OK. Oui. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, avec le projet de recherche qu'on a eu, c'est qu'on s'est documenté à différents niveaux, les dynamiques, l'utilisation d'huile minérale, y a-t-il des sources de virus? Donc maintenant, on arrive, si on remet tout ça ensemble, on sait qu'on a des sources de virus. C'est pas vrai qu'on va faucher toutes les bordures puis avoir plus de réservoirs de virus. Donc on sait, c'est présent, on sait qu'on a des pucerons qui vont transmettre. Et l'avantage, c'est que le suivi qui est fait, que ce soit dans les grandes cultures ou dans les cucurbitacées, on peut se servir de ça pour dire attention, il y a des envolées qui s'en viennent, ou même des États-Unis. On est capable de voir quand est-ce que ça va arriver. Donc là, c'est de se dire si on a une année vraiment hâtive, par exemple, de pucerons, peut-être qu'on devrait commencer à utiliser, par exemple, de l'huile pour se protéger de manière préventive. Donc, il y a beaucoup d'informations, je trouve, qu'on a allé chercher. Une compréhension qu'on a qui est vraiment meilleure. Mais c'est ça, j'allais dire. C'est un des cas où vous avez eu vraiment une très grande compréhension là, comparativement à 2022. Ça a été un succès, là, finalement, la recherche, ces études-là. Oui, c'est sûr qu'on n'arrive pas avec des méthodes magiques où on utilise une affaire et puis ça fonctionne. Par contre, le fait de savoir comment ça fonctionne, d'appréhender ça, je trouve que c'est plus facile. Puis, l'huile minérale ou l'huile végétale va rester un outil que le producteur peut utiliser. Il y a d'autres choses qu'on peut utiliser. Des cultures, par exemple, de sarrasin, on peut essayer ça. Utiliser aussi des cultivars pas résistants, mais tolérants. Il y a certains cultivars, en fait, de cucurbitacées qui peuvent être plus tolérants au virus. Donc, la tolérance, c'est, même si je suis infecté, le temps que le virus se multiplie puis que ça devienne jusqu'aux fruits, par exemple un concombre de transformation, ça va prendre plus de temps. Donc, si on prend plus de temps, si on récolte plus tôt, on n'a pas de virus, on est capable... il y a plein de choses, en fait, qui sont disponibles. Il y a des filets aussi. Ça dépend des cultures. Mais l'huile végétale ou l'huile minérale reste un outil qu'on peut utiliser. OK. Alors, Isabelle, en 2026, là, qu'est-ce que vous dites aux producteurs qui vous disent comment est-ce que je peux me protéger là, cette année? Là? Qu'est-ce que vous allez
leur conseiller? C'est-à-dire, on n'a pas une boule de cristal non Non. plus, là. Comment ça va se passer Mais cette année? Je pense que la bonne idée, c'est peut-être s'inscrire au réseau d'avertissement phytosanitaire. Déjà, nous, on collige l'information, on voit de façon un petit peu plus macro ce qui se passe. Donc ça c'est une première source d'information. On est en lien avec le réseau de grande culture. Puis si jamais il y a des envolées qui sont anormalement grandes, bien à ce moment-là, le producteur pourra être informé que l'huile est parmi un outil qui peut l'aider à diminuer le risque de la transmission de virus, comme le virus de la mosaïque du concombre. Isabelle Couture, Merci. Sébastien Bockel, merci à vous Merci. deux.